Bonjour Guéric Poncet. Bonjour. À combien de tentatives d'assassinat ciblé a échappé Vladimir Poutine? C'est une excellente question. Souvent, Quand j'ai un journaliste affûté en face de moi, je me permets. Alors, je pourrais vous donner un chiffre, mais ce serait faux, forcément. Alors, votre À moins d'avoir estimation? extrêmement de chance, je pense que c'est plusieurs dizaines. Il y a forcément des projets, particulièrement depuis le déclenchement du conflit en Ukraine en 2014, puis le renouveau de ce conflit en 2022. Il y a forcément des gens en Russie et ailleurs qui souhaitent l'éliminer. Mais il n'y a visiblement pas eu de tentative qui a abouti sous les projecteurs, qui est presque abouti sous les projecteurs. On n'a pas vu de moments de tension. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des informations, il y a des hypothèses? Il y a des rumeurs, évidemment, forcément, sur les fils Telegram, notamment des pro-ukrainiens. Il y a à chaque fois qu'un drone s'approche du Kremlin ou de Moscou, on dit « Oh là là, ils veulent essayer de taper le bunker de Vladimir Poutine, le fameux ». Mais en fait, Vladimir Poutine ne dort pas au Kremlin, donc il y a des rumeurs qui sont fausses aussi. Alors justement, la question que je voulais vous poser, vous me tendez la perche, est-ce que l'attaque du Kremlin, il y a quelques semaines, en tous les cas, ce qui a été présenté comme une attaque au-dessus du Kremlin, et puis les frappes évoquées au début de la semaine, sont, derrière ces frappes, derrière ces rumeurs, est-ce qu'il y a des tentatives d'assassinat ciblés? Alors, ce qu'on a vu très récemment et ce qu'on avait vu aussi sur le toit du Kremlin, pour moi, c'était pas des tentatives d'assassinat ciblé, puisque visiblement, les drones étaient programmés juste pour faire une sorte de spectacle, malheureusement, pour faire un symbole, c'est-à-dire toucher le symbole du pouvoir russe. On a vu toutes ces images avec la fumée noire qui s'élève à côté du drapeau russe sur le Kremlin. C'est évidemment des images qui sont très marquantes à la fois pour le public étranger, mais surtout pour le public russe, qui lui voit que la guerre est à nouveau sur son territoire et non pas seulement en Ukraine. Il y a eu, en tout cas à vous lire, il y a bien eu un dispositif côté ukrainien pour faire des assassinats ciblés. Tout à fait, il existe toujours. Et ils ont réussi pour certains. Et alors, ils ont réussi pour certains, puisqu'on se souvient qu'au début du conflit, notamment, les Ukrainiens ont réussi, avec leurs alliés évidemment, notamment les Américains qui fournissent énormément de renseignements en ce sens, à abattre 5 généraux et amiraux russes de premier plan. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment complètement désorganisé le front au début, dans les premières semaines de l'offensive russe, et ils ont réussi à décapiter en fait des kilomètres et des kilomètres de front qui n'avaient plus de commandement. Donc évidemment, il était compliqué pour les Russes de poursuivre leur percée sans avoir un commandant sur place. Côté russe, est-ce qu'on a cherché à éliminer Zelensky ? C'est une bonne question aussi. Il semble qu'à un des moments, dans les premières heures de l'attaque, il y a eu des mouvements de troupes, des tentatives de s'approcher de la résidence, de la présidence ukrainienne. Mais je pense que si les Russes avaient vraiment voulu aller au bout, ils auraient réussi. Ils ont énormément de moyens, mais je pense que le moment de bascule, lorsque l'assaut héliporté russe n'a pas réussi à atteindre l'aéroport de Kiev, peut-être que d'autres objectifs ont été rétrogradés. Pour l'instant, est-ce que les Russes utilisent en tous les cas la méthode, et en particulier la méthode des assassinats ciblés ? Oui, les Russes sont habitués de cette méthode-là. On peut se souvenir par exemple que lorsqu'ils ont envahi l'Afghanistan dans les années 70, ils sont allés exécuter le président de l'Afghanistan à Kaboul, comme tout premier acte de cette guerre. Ils ont exécuté le président afghan pour ensuite pouvoir envahir le pays plus librement. C'est ça qui est très intéressant à vous lire, c'est que les prédécesseurs des Russes ont été très friands, très friands de la technique de l'assassinat ciblé. Oui, avec Israël, c'est un des pays qui a une des plus grandes traditions dans ce domaine-là. Je pense qu'on peut le rattacher à cette doctrine militaire russe qui est que la vie d'un soldat ou d'une personne n'a pas forcément beaucoup de valeur. Ce qui compte, c'est la masse et c'est l'effet général que l'on déclenche. On va y revenir justement, parce que votre livre pose une question intéressante tout au long de l'ouvrage, du début à la fin, sur l'effet réel et profond de l'assassinat ciblé. Votre livre, en tout cas, est passionnant, il remonte dans l'histoire et tourne autour de cette notion. Il pose cette question lancinante, mais à quoi sert donc un assassinat ciblé ? Et donc, je vais essayer d'y répondre, mais... Alors, vous y répondez quand même dans votre livre. Oui, la réponse est variable, c'est-à-dire que dans certains cas, ça ne sert à rien, voire ça empire la situation.
Et dans d'autres, ça n'a pas d'effet sur le terrain, mais ça a un effet pour l'évolution d'un conflit de manière plus générale. Donc ça a quand même un effet sur l'histoire. On peut citer par exemple l'assassinat de Pompée par les Égyptiens. César avait donc défait le général romain Pompée, qui s'était rebellé. Et Pompée avait fui en Égypte. Et les Égyptiens fidèles à César avaient assassiné Pompée. Finalement, sur le terrain, ça n'a pas eu beaucoup d'incidence, puisque Pompée avait déjà perdu. Mais le fait que les Égyptiens aient assassiné Pompée, ça a tellement énervé César qu'il a mis Cléopâtre à la place de la dynastie qui régnait. Les champions du procédé, vous le disiez, donc ce sont les Israéliens. Pourtant, ils ont eu des ratés majeurs. Et le raté majeur, ça a été leur bête noire, Yasser Arafat. Tout à fait, Yasser Arafat, ils ont failli faire en plus une bavure monumentale, puisqu'ils ont failli abattre l'avion en 1982. Exactement, l'avion de son frère, qui était médecin et qui voyageait avec des enfants vers l'Égypte. Et le Mossad était convaincu que c'était Yasser Arafat qui était à bord. Les F-15 israéliens, donc des avions de chasse, sont allés à sa rencontre au-dessus de la Méditerranée. Ils ont demandé le feu vert pour l'abattre. Et le Mossad a donné son feu vert, mais l'officier de l'armée de l'air israélienne qui était en Israël n'a pas donné son feu vert. Il sentait que quelque chose n'était pas normal. Il a temporisé un peu, il a passé des coups de fil, il a demandé, il a dit mais il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Et finalement, au bout de quelques dizaines de minutes, le Mossad l'a rappelé en disant il y a peut-être un truc bizarre. Et effectivement, c'était le frère de Yasser Arafat qui était dans l'avion, qui avait été identifié par les agents du Mossad à l'aéroport comme étant bien Yasser Arafat, ce qui était une erreur. Et donc là, le Mossad a évité une bavure monumentale dans laquelle ils auraient tué des dizaines d'enfants. Les Américains aussi sont très friands du procédé. Tout à fait. Et encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Et les Américains, ils ont même institutionnalisé la pratique, puisque c'est... On pense à Osama Ben Laden, quand même. Oui, bien sûr, on pense à Ben Laden. Donc la pratique, elle a été largement relancée après les attentats de 2001. Donc c'est George Bush Junior qui a lancé ça, mais c'est surtout Barack Obama qui, un mois après avoir obtenu son prix Nobel de la paix, a signé la disposition qui s'appelle Matrix, qui autorise de manière systématique ces assassinats ciblés. Les Français, dans ce cadre et par rapport à cette technique, on a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Est-ce que, quand même, d'abord, les Français, et ça c'est sur un dernier point, j'aimerais avoir votre point de vue, est-ce qu'ils ne se sont pas appuyés sur le savoir-faire américain, notamment pour venger la mort de l'agent français, l'agent de la DGSE français, dans les tout premiers jours d'ailleurs de la guerre au Mali, même si c'était là en Somalie, la mort de Denis Alex. Je vous cite, parce que c'était une anecdote, c'était un des responsables de DGSE qui m'avait dit « Oui, nous avons dit à la famille de Denis Alex, cet assassinat, cette mort ne restera pas impunie. » Alors je pense qu'effectivement, lorsqu'un des leurs est touché, la DGSE est particulièrement active, mais comme ne le serait tout service, j'imagine. Et là, ils ont activé tous leurs partenariats. C'est très difficile de lire dans les actions de la DGSE et comme le dit mon illustre confrère Jean Guinel, la DGSE cache tout ce qu'elle peut cacher. Pour le reste, elle s'est ouverte. Évidemment, ils ont activé les partenariats avec les Américains et il y a eu des représailles. Alors l'un des grands arguments pour lire votre livre, c'est que c'est bourré de révélations et on apprend notamment, mais c'est pas la seule, c'est pour ça que je me permets de donner celle-là, que les services français avaient Nasser parmi leurs cibles. Oui, tout à fait. Ils voulaient éliminer Nasser à la suite du flop monumental de l'opération Mousquetaire avec les Britanniques. L'opération de Suez en 1956. Exactement. Les Français voulaient éliminer Nasser et visiblement, comme pour la reprise du canal de Suez, il y a eu des coups de fil assez tendus entre les alliés occidentaux. On apprend que, surtout en vous lisant, que l'assassinat ciblé, c'est quand même un art, si je puis dire, délicat. Oui, il y a souvent des choses qui se passent mal. C'est une citation d'un ancien militaire allemand, mais qui dit voilà, le meilleur des plans ne résiste pas au contact avec l'ennemi. Et ça se révèle particulièrement vrai. Vous avez la variante, l'actuel chef d'état-major des armées qui disait le premier mort en opération, c'est le plan d'opération. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est pareil dans les assassinats ciblés. Dans les assassinats ciblés, il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, mais comme dans tout plan. Mais là, c'est souvent... Notamment dans la mort de Ben Laden. Exactement, dans la mort de Ben Laden, il y a l'hélicoptère qui effectue ce qu'on appelle un posé dur, donc qui se crache pas vraiment, mais qui touche tellement fort le sol à l'atterrissage qu'il ne peut plus redécoller, donc ils sont obligés de le faire exploser avant de repartir. Ils sont obligés d'appeler un autre
autre hélicoptère qui, lui, n'est pas furtif pour ramasser un maximum de documents et d'éléments qu'ils ont pris dans la maison. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent mal. On pense aussi à l'assassinat de Heydrich à Prague, le responsable nazi, qui est le seul assassinat d'ailleurs d'un responsable nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. La mitrailleuse s'enraye. Et en plus, le monsieur est en retard puisqu'il a joué plus longtemps que d'habitude avec ses enfants ce matin-là. Enfin voilà, il y a tellement d'éléments qui peuvent se passer de manière imprévue. C'est très compliqué. Je vous cite, Guéric, le traitement médiatique des assassinats ciblés est un parfait exemple de la subjectivité des journalistes. Pourquoi, monsieur l'ancien président de l'Association des journalistes de défense ? Eh ben c'est très délicat parce que selon d'où vient l'assassinat ciblé, il n'aura pas le même traitement médiatique. Évidemment qu'un assassinat ciblé d'un Oussama Ben Laden ou d'un terroriste, tout terroriste qu'il soit, en théorie, il a droit à un procès. Mais on a tendance quand même dans les médias occidentaux à évacuer à ne pas vouloir regarder en face le fait qu'on court-circuite totalement le système judiciaire qui est le fondement de nos démocraties. Même si, évidemment, on peut argumenter en disant qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en se fondant uniquement sur le système judiciaire, y compris quand on opère à l'étranger. Je reviens à une autre question justement sur ça. Est-ce que la France pratique des assassinats ciblés ? Oui, la France pratique des assassinats ciblés. Elle l'a montré... L'état-major a toujours démenti. L'état-major dément, mais on a quand même un ancien président qui l'a reconnu dans un livre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Un président ne devrait pas dire ça, c'est exactement. Ouais. Et puis on le constate sur le terrain, même le fait que les forces spéciales soient encore présentes au Sahel le montre bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu cruel de parler comme ça, mais l'assassinat ciblé, c'est un moteur d'innovation technologique, et en particulier au niveau des drones, et des drones armés. Exactement, oui. L'assassinat ciblé permet de développer, notamment dans les entreprises israéliennes, dont on parlait. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on se souvient quand même des tirs très précis que les Israéliens étaient capables de faire. Je crois que c'est le Shak Yassine, qui a été abattu par un missile. Oui, tout à fait. Et donc ils arrivent maintenant avec les nouveaux systèmes de GPS plus performants à avoir quelques dizaines de centimètres de marge et non plus 2 à 3 mètres. Et donc ça permet de cibler de façon très précise, avec des nouveaux missiles aussi, et puis avec des nouveaux moyens de surveillance, des nouveaux moyens d'interception des communications qui permettent aussi de vérifier que la cible est bien la cible, etc. Et puis le summum presque, c'est les Américains qui ont développé un nouveau missile qui n'explose pas, mais qui déploie des lames autour de lui. Et ils sont tellement sûrs d'arriver à quelques centimètres de leur cible qu'ils se contentent d'une lame qui sort du missile au moment de l'impact pour déchiqueter le corps de la cible. Est-ce qu'il y a eu une tentative d'assassinat ciblé en 2011 quand le convoi de Muammar Kadhafi a été visé, notamment par un Mirage français ? Ça, c'est une probabilité, effectivement. Alors, Kadhafi, c'est avec Yasser Arafat, je pense, une des personnes qui a échappé au plus grand nombre de tentatives d'assassinat ciblé, puisqu'on en connaît au moins une de la part des Américains, et puis il y en a une suspectée au-dessus de la Méditerranée dans son avion, qui avait mené au crash d'un appareil civil, d'un avion de ligne italien. Vous imaginez d'ailleurs de nouvelles générations d'armes pour des assassinats ciblés, ça fait froid dans le dos. Mais notamment, vous imaginez une présidente française qui serait assassinée par des blattes. En fait, c'est pas des blattes, c'est des mini-drones qui se mettraient dans l'avion présidentiel. Tout à fait. Alors ça, c'est évidemment un fantasme des films de science-fiction, mais aujourd'hui, on arrive à une telle miniaturisation et une telle autonomisation ce qu'on appellerait des robots, mais qui finalement sont des petites machines, qu'on peut imaginer tout à fait d'avoir des insectes qui répandent un gaz ou explosent au visage d'une cible. Guéric, ce sera ma dernière question. L'objectif de l'assassinat ciblé, on le lit dans votre livre, c'est de toucher le cerveau, c'est de faire exploser le dispositif. Mais quand on lit l'histoire d'un certain nombre d'assassinats ciblés, quand on voit la guerre en Ukraine, on se pose une autre question. Est-ce que l'assassinat ciblé n'est pas plus efficace quand il touche le cœur plutôt que quand il touche le cerveau ? C'est-à-dire que quand il touche le moral des troupes, plus que le cœur d'un dispositif.
Eh ben, je pense que la réponse est effectivement que c'est plus efficace quand ça touche le cœur, puisque on l'a vu, l'exemple parfait, c'est l'assassinat de l'amiral Yamamoto, l'amiral japonais qui était le cerveau de Pearl Harbor. Finalement, sur le terrain, quand les Américains l'ont abattu et l'ont exécuté en faisant une patrouille d'interception de 1600 km à travers le Pacifique, eh bien, ils ont plus touché le moral des Américains en positif et le moral des Japonais en négatif que finalement changer le cours des choses sur le plan opérationnel. La mort fantôme, l'assassinat ciblé comme arme de guerre, ça se lit très vite, c'est extrêmement bien écrit, normal, c'est un confrère très affûté, et c'est plein d'anecdotes historiques, de scénarios futuristes. En un mot, c'est passionnant. Merci beaucoup, Guéric Procé. Inutile de dire qu'on recommande la lecture. On recommande la lecture également de la nouvelle note de Xavier Driancourt, de la nouvelle note de la Fondapol. Elle revient sur une question et un accord qui est peu connu, mais cette question qui est soulevée, c'est celle de la difficulté de faire exécuter les obligations de quitter le territoire français de la part du pouvoir algérien. Avant d'y revenir avec Xavier Driancourt, on a posé la question au monsieur immigration DLR, Patrick Stefanini, pour savoir, lui, quelle était sa recette pour pouvoir justement faire en sorte que l'Algérie respecte ses obligations.